Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve de suite avec la vidéo de compilation d'actu de la journée. Installez-vous confortablement, c'est parti. La France envisage de donner son feu vert à l'Ukraine pour frapper le territoire russe avec des missiles français. Source ministère. Donc je vais vous laisser avec la petite vidéo d'Europe 1. Oui, tout d'abord, la France, par l'intermédiaire de Jean-Noël Barrot, vient de donner son feu vert pour que l'Ukraine utilise des missiles longue portée français contre la Russie. Il était invité de France 3 à la mi-journée. L'Ukraine doit pouvoir neutraliser des cibles militaires en Russie lorsque ces cibles permettent à la Russie d'agresser les Ukrainiens. C'est un principe de légitime défense et il est reconnu par le droit international, même avec des missiles s'ils le font. Donc tout ça c'est Bruxelles les amis. Attendez au moins 2026 histoire qu'on joue à GTA 6. On aura sûrement une troisième guerre mondiale avant de pouvoir jouer à GTA 6. Du coup, ce qui inquiète le plus les gens, c'est GTA 6. Poutine sache qu'on n'est pas de leur côté. Attendez qu'on gagne la Ligue des Champions avant de faire n'importe quoi, s'il vous plaît. Poutine, s'il te plaît, vise Macron et sa troupe et vise bien. Nous, on n'a rien à voir avec ce pantin drogué. Sauve-nous. Sachant que les Russes ont dit qu'ils frapperaient les pays qui livrent des missiles, considérant que l'attaque ne vient pas de l'Ukraine mais bien des ravitailleurs. J'espère que c'est une blague, j'espère que Monsieur Poutine va comprendre que ce n'est pas la France qui cherche les problèmes, mais un seul individu. Avec une jolie photo en prime. La France ou juste le narcissique et ses potes sous coke à l'Elysée. Le taré rêve de déclencher une guerre contre la Russie pour conserver les pleins pouvoirs, mais il se trompe car cela va lui retomber sur la gueule. Trump et Poutine y veillent. Pour vouloir jouer dans la cour des grands, il faudrait déjà qu'il le soit. C'est là que le référendum serait bienvenu, le peuple devrait être consulté quand un président décide d'entraîner le pays dans un conflit, surtout potentiellement nucléaire. Macron semble oublier que jouer avec le feu n'est pas un jeu diplomatique. Autoriser l'Ukraine à utiliser des missiles français sur le territoire russe est une escalade dangereuse. Prioriser les conflits internationaux plutôt que les problèmes internes de la France montre une fois de plus où sont ses vraies priorités. La paix en Europe est en jeu et ce n'est pas avec des missiles qu'on l'a construit. Poutine, lâche pas une bombe sur l'île de France s'il te plaît. Avec une fortune estimée à 348 milliards de dollars, Elon Musk devient officiellement l'homme le plus riche de l'histoire. Dopé par la victoire de Donald Trump lors de sa récente élection présidentielle américaine, la fortune du patron de Tesla a dépassé son plus haut niveau qu'elle avait atteint il y a 3 ans. Avec un patrimoine de 348 milliards de dollars, il devient l'homme le plus riche de l'histoire. Le patron de Tesla et SpaceX a engrangé près de 130 milliards de dollars en un an à peine. Il détient de loin le plus important patrimoine de la planète, devant Jeff Bezos avec 219 milliards de dollars, Larry Ellison d'Oracle avec 206 milliards et Mark Zuckerberg avec 198 milliards. Il est même plus de 2 fois plus riche que Bernard Arnault dont le patrimoine a fondu depuis un an. Donc 163 milliards de dollars. Surtout, une telle concentration de fortune est inédite dans l'histoire moderne. Les estimations des patrimoines des grandes fortunes des 20e et 19e siècles n'avaient jamais atteint un tel niveau. Ainsi, John Rockefeller, le magnat du pétrole, créateur de la Standard Oil, qui maintenant s'est transformé en Exxon, Mobil, Chevron ou encore Esso, avait un patrimoine estimé à plus de 1 milliard de dollars au début du 20e siècle, soit l'équivalent de 336 milliards de dollars actuels. C'est trop qu'un seul homme ait tout cet argent pour lui, c'est un délire. Pendant ce temps, des milliers de personnes meurent de faim tous les jours. Le capitalisme, c'est vraiment le poison de l'humanité. Donc pseudo avec, avec la Palestine en drapeau. La droite nous dira que c'est grâce à la sueur de son front, la blague du siècle. Et il a quand même créé quelques trucs, quoi. Qui a besoin de 348 milliards sérieusement, c'est n'importe quoi. Les Africains vont nous expliquer qu'en réalité, c'est Mansa Moussa. Et juste en bas, Mansa Moussa c'était un meuble ou quoi? Elon Musk devient l'homme le plus riche à cause des moutons comme moi qui paient pour Twitter Blue. Rendez-vous à 1000 milliards d'ici 2027-2028. Et il me semble qu'il y a pas longtemps, on avait dit qu'ils avaient estimé que sa fortune allait toucher le trilliard dans pas très longtemps. Donc en vrai, ça m'étonnerait pas. Un leurre des cacahuètes comparé à la richesse de ceux qui dirigent et dictent leurs lois. Rothschild par exemple. Chez Joe Rogan, à un moment, je me souviens, dans l'un de ses podcasts, il disait qu'il avait un pote qui était saoudien, assez bien placé, et qui lui disait qu'en gros, la fortune de la famille saoudienne, c'était du pipeau ce qui était annoncé, que les mecs étaient probablement trillionnaires, c'est ce qu'il avait dit. Et on oublie Mansa Moussa, le roi de l'Empire du Mali, donc voilà, encore Mansa Moussa. Il veut pas me donner un petit milliard, ça m'arrangerait. Petit topic JVC, la Seine-Saint-Denis en faillite de 2 milliards d'euros. Le département a cramé la caisse. La dette de la Seine-Saint-Denis flirte avec les 2 milliards d'euros.
Le président PS du conseil départemental, Stéphane Troussel, a annoncé que sa collectivité devrait emprunter 300 millions d'euros supplémentaires d'ici à 2029, faisant grimper la dette de la Seine-Saint-Denis à 1,9 milliard. Un dérapage dénoncé par la droite. Donc Stéphane Troussel qui nous dit « Je préfère avoir une dette maîtrisée auprès des banques plutôt qu'auprès de nos enfants, qui nous reprochent déjà la dette écologique. » Au moins les JO vont rembourser tout ça, hein. Eh bien normal, à votre avis, pourquoi ? Eh bien ils construisent à foison des bâtiments en partie pour les Jeux Olympiques, mais pas que, sous crédit avec un taux de bâtard. La Californie française, sans le soleil, pleine d'ingénieurs de la Startup Nation, a trouvé le moyen de se planter. C'est incompréhensible, mais ils paieront nos retraites, donc ça va. Bordel, je donnerai pas un centime de plus à ces départements. 2 milliards de dettes, le pire shithole du pays. La Seine-Saint-Denis devrait être l'endroit le plus riche d'Europe. Plusieurs trams, plusieurs métros, plusieurs RER, plusieurs TER, un stade national, un aéroport international, collé à la capitale la plus visitée du monde, une population jeune et dynamique, un gros taux de fécondité. Y a un problème, non? Oui, mais le QI moyen, il est de combien? Grigny aussi est en faillite, on se demande pourquoi. Grigny, c'est la zone, putain. C'est lunaire, 2 milliards, comment c'est possible? 2 milliards tout en gardant sa place de trou à merde numéro 1 en France, c'est propre. On parle bien de la Silicon Valley selon la gauche française. Les droits tardés qui ragent car personne ne veut investir dans leur village qui se trouve à Troufion-sous-Forêt. Les imbéciles qui nous parlent de bouseux droitards en attendant nos communes sont pas noyées sous les dettes. Et donc sur l'article, là je viens de voir, il nous explique un peu d'où ça pourrait venir en partie. Une dette cachée pour ne pas gâcher la fête des Jeux Olympiques. Il pense que la gauche a affiché cette année un optimisme BA sur le produit attendu des DMTO, droits de mutation à titre onéreux, les taxes prélevées lors des ventes immobilières, et sous-estimé les hausses des dépenses personnelles. Et surtout qu'elle savait dès l'an dernier que sa dette grimperait de plusieurs centaines de millions d'euros. C'est donc parce qu'il ne fallait pas gâcher la fête des Jeux Olympiques que l'annonce de ce dérapage budgétaire a été retardée. De Villepin éclate Madame Borgne sur le plateau de Léa Salamé, quelle époque? Dire que la France n'a pas affirmé très fortement dès le départ qu'Israël a le droit de se défendre dans le respect du droit international. Dire que la France n'a pas... Arrêtez-vous là. Oui. Est-ce qu'elle le fait dans le respect du droit international? Oui, mais... Non, mais arrêtez-vous là. Ok, Arrêtez-vous là. mais qui ne le dit pas aujourd'hui et quelle est votre solution magique qui fait qu'on n'obtient pas aujourd'hui? Mais quelle est votre solution magique? La solution magique, c'est quand Joe Biden donne un ultimatum à Benjamin Netanyahou qui ne le respecte pas, quelle est votre solution magique? C'est de ne pas accepter. C'est de ne pas accepter. Moi je ne l'accepte pas, vous voyez les massacres dans la bande de Gaza, je ne les accepte pas, et mais je après... me bats pour ça. Moi, pardonnez-moi, Madame Borne, c'est pas l'idée que je me fais de la diplomatie. Je suis diplomate, j'ai été le représentant de la diplomatie française comme ministre des Affaires étrangères, et il faut aller chercher dans ces situations-là, jour et nuit, sans se contenter de belles paroles. Et là... Vous avez l'impression que la France ne fait que des belles paroles? Nous ne sommes pas sans moyens pour agir. Créer un État palestinien, ce qui veut dire traiter politiquement le drame de cette région, offrir une perspective à une population qui, depuis 1948, n'a pas d'espoir. Pourquoi c'est un des moyens clés pour agir? Parce que la France, aujourd'hui, doit être fidèle à ses principes. Le respect du droit international. Est-ce qu'Israël respecte le droit international? Non. Est-ce que Benjamin Netanyahou respecte le droit humanitaire international? Non. Est-ce que la clé du Proche-Orient, et nous verrons qu'il y a un parallèle absolument inouï avec ce qui se passe en Ukraine, les principes internationaux ne se divisent pas. Nous devons faire œuvre de justice. Ce qui fait que cette guerre n'en finit pas et que nous sommes devant une guerre sans fin et qu'il faut mettre un frein, une limite à Benjamin Netanyahou, c'est qu'il doit comprendre, et Israël doit comprendre, que la justice doit s'appliquer et qu'il faut donc offrir aux Palestiniens une perspective. C'est là qu'on voit à quel point Borne est nullissime et que la Macronie est vraiment de la médiocrité absolue. Israël bombarde le Liban et ça ne semble pas émouvoir Léa Salamé. Ces journalistes ne valent rien. On doit à De Villepin la dernière position internationale de la France qui ne s'aligne pas avec les intérêts des Américains. Le jour où il est Premier ministre, je mets des drapeaux français partout. Même ma voiture sera bleu, blanc, rouge. Merci monsieur De Villepin, le gouvernement français manque cruellement de personnalité de votre envergure. Lorsqu'on est du bon côté de l'histoire, il devient évident de défendre ce qui est juste. Vos mots coulent avec une parfaite limpidité. À un moment, je croyais qu'elle allait utiliser un 49.3 pour le convaincre. Bravo De Villepin, le « arrêtez-vous » la sonne comme un « ferme ta bouche ». De Villepin, agent du Qatar. Le « arrêtez-vous là » de Villepin écrase la punaise de lit qui tente de justifier Gaza, quand on pense que ça a été Premier ministre, ça.
De Villepin explique qu'il faut être déterminé et ne rien lâcher. Ça choque le plateau. En fait, ce qu'il dit, c'est qu'il faut travailler sans cesse et durement pour trouver la bonne solution plutôt que d'attendre que ça vienne. Certains n'ont pas l'habitude de ce langage et de cette méthode. Après, Villepin, ça reste celui qui a vendu nos autoroutes, des parts d'Alstom, des parts des aéroports de Paris au secteur privé et tout le scandale derrière. Aujourd'hui, il fait certes membre honorable en creusant le fossé entre les discours, mais demeure plus conscient et réaliste. L'affaire Clearstream, les pots de vin touchés en provenance de Libye, son implication douteuse dans la chute de Kadhafi, la garde à vue en 2012 dans le cadre d'un dossier de magouille financière, ses accointances avec Bachar, il est certain que ce brave homme est un modèle. De Villepin est toujours très au-dessus de la mêlée des imbéciles. À peine débarqué sur Blue Sky, Julien Pain réclame déjà plus de censure. C'est plus qu'une passion, c'est un mode de vie. Donc Blue Sky qui est l'alternative à Twitter suite à l'élection de Trump. La dernière fois, c'était Mastodon, je crois. Et là, la nouvelle alternative à la mode, c'est Blue Sky. Donc, techniquement, tous les gauchistes, etc., sont censés partir là-bas. Ils vont revenir très vite quand ils vont se rendre compte qu'il n'y a personne pour les écouter, comme la dernière fois. Mais là, donc, il y a Julien Pain, le mec qui était embauché comme soi-disant fact-checker, vous savez, pour faire de la désinformation, en fait, qui s'est barré là-bas. Et à peine arrivé là-bas, la première chose qu'il fait, c'est demander à ce qu'on fasse une liste pour bannir les personnes dérangeantes du réseau. C'est des malades. Là, on peut voir son post sur Blue Sky. Les trolls hargneux de Twitter débarquent. Mais les amis, on lâche rien. On bloque, on signale, on ne se laisse pas faire. Et là, on a le profil du mec qu'il a contacté en bas. Alain Wagbar. C'est vraiment humour pipi caca, mais j'adore. Et là, si vous voyez passer une blocklist fiable, je suis preneur. Donc ça fait des listes. Je vais aller sur Blue Sky pour leur pourrir la vie, occuper le terrain, ils doivent se sentir minoritaires partout. Blue Sky, c'est un peu la contre-soirée ratée des gauchistes. Lui et ses semblables ne veulent pas de censure, ils veulent juste rester entre eux. Pour eux, le débat, c'est se beurrer la tartine mutuellement de leur miel et de suffisance et de savoir. La contradiction est un poison pour ces gens-là, telle la démocratie. Le mec devrait faire un blog en fait, il pourrait s'exprimer tranquille sans qu'on l'embête. Ouais, sauf que s'il fait un blog, il y aura personne qui ira le lire. Donc il faut quand même qu'il y ait des gens qui voient ces tweets de merde quoi. L'arroseur arrosé, elle est soi-disant sur la plateforme la plus sûre et la plus pensée unique entre guillemets, et déjà se plaindre alors que Blue Sky n'a quasi pas d'abonnés comparé à X. Topic JVC, alerte, ChatGPT brise les médecins. Donc on a cet article. ChatGPT surpasse les médecins durant le diagnostic des problèmes médicaux selon une étude. La petite étude a montré que l'IA surpasse les médecins de 16 points de pourcentage. Une petite étude visant à voir si les médecins étaient capables d'améliorer leur diagnostic avec l'aide de ChatGPT a donné des résultats troublants. Le chatbot IA était meilleur que les médecins eux-mêmes pour établir un diagnostic. L'étude a demandé à 50 médecins, dont 26 médecins traitants et 24 résidents, d'essayer d'établir 6 diagnostics différents pour des pathologies ayant les mêmes antécédents médicaux. Certains médecins ont bénéficié du ChatGPT d'OpenAI pour les aider à prendre leurs décisions, d'autres n'ont pas eu recours à l'IA. Les médecins qui ont participé au projet sans IA ont obtenu un score moyen de 74%. Les médecins qui ont utilisé l'IA ont obtenu un score moyen de 76% et ChatGPT lui-même un score moyen de 90%. À partir du moment où dans la banque de données utilisée pour fine-tuner ChatGPT il y a le site Doctissimo, je préfère tout de même aller voir un médecin. Je savais pas du tout ça, que Doctissimo était dans la banque de données de ChatGPT. Trop marrant de voir une entreprise américaine faire bientôt crouler nos professions et notre économie. Trop cool de donner des milliards de données à une boîte US si ça peut nous permettre de gagner du temps et de l'argent. Allons-y quoi. Enjoy ton chômage de masse et ton revenu universel dans ton prochain shithole dopé à ChatGPT. Il faudrait un peu de détails quand même. On parle de 6 diagnostics proposés à 50 médecins. Des diagnostics de quelle maladie? Sur quelle base de données a été entraîné le chatbot? Aurait-il pu diagnostiquer n'importe quelle maladie ou seulement parmi les 6 proposés? 50 to bib, la marge d'erreur doit être assez élevée quand même. Pour une étude sérieuse, il faudrait plutôt demander à 1000 médecins généralistes ou bien de différentes spécialités de pendant un an systématiquement soumettre leurs patients à un autre diagnostic par chatbot à la fin des consultations ou quelque chose du genre. Cela dit, je n'ai aucun doute sur le fait qu'à terme, les IA seront plus performantes que les to-bib en matière de diagnostic. Ce n'est qu'une question de temps. Et c'est une bonne chose car ça permettra de résoudre en partie les problèmes de pénurie de médecins.
Non, faut pas se rassurer comme ça, les erreurs de diagnostic, en particulier celles de radioscanner, sont ultra fréquentes et on sous-estime les ravages que ça peut faire. Mon frère par exemple, blessure au sport, go urgence, scanner radio, médecin sur place, oh c'est rien, c'est un petit épanchement, repos, kiné et ça ira. Second avis auprès d'un spécialiste expert dans son domaine, le premier médecin est un putain de cas social, ligament croisé, opération nécessaire, kiné, arrêt de travail de 3 à 4 mois. En attendant l'opération. Mais j'ai l'impression qu'on a tous quelqu'un dans notre famille proche, ou de potes, ou quoi que ce soit, qui a fait ce truc-là des 2 diagnostics différents, et où le deuxième lui a dit « mais il est complètement con, votre médecin, enfin, il est en train de risquer votre santé, quoi. » Moi, j'ai 2 exemples comme ça dans ma famille. Donc, ouais, j'ai l'impression que ça varie quand même vachement d'un médecin à l'autre, c'est un peu comme un kebab, quoi. Ça varie vachement d'un kebab à l'autre, la qualité. Je pense qu'à partir du moment où les machines font mieux que les humains, il faut en profiter. Si les robots font mieux gratuitement ou moins cher que les médecins, alors ils doivent les remplacer. Le but de la médecine, c'est pas de créer des emplois, mais de sauver des vies. Et il faut voir cela comme une opportunité. Dans le futur, il y aura forcément un salaire à vie. Chat, j'ai pété le système. Dernière actu, une militante d'ultra-gauche s'en prend aux militantes du collectif Némésis. On en a déjà parlé plusieurs fois d'eux. Pour elle, le problème, c'est pas la surreprésentation des étrangers, mais les hommes en général. T'as dit quoi, l'hystérique, t'as dit? Pourquoi elle se la joue comme Karim? Complice de Elle se la joue comme son frère Farid. Complice de quoi? Vas-y, je t'écoute, complice de quoi? Complice de quoi? Viens me le dire en face, démasque-toi! Bah, démasque-toi, viens me le dire en face! Venez me le dire en face! Venez me le dire en face! Vous avez vu comment elle singe... elle singe l'accent de banlieue, c'est ridicule. Faut me dire en fâche. Complice de quoi? Voilà. Et il y a Vincent Lapierre qui pop à droite. Mais pourquoi ils prennent? Pourquoi? Elle dit vous n'êtes pas féministe. Hein? Elle dit vous n'êtes pas féministe. Je suis pas féministe. Ceux qui prennent le problème à l'envers, le problème c'est pas de dire oui les OQTF, etc. Le problème c'est les hommes, le dénominateur commun c'est quoi? C'est pas une Mais quel type d'homme? Quel profil d'homme? Sophiste. Mais justement, l'affaire Pellico ça nous le montre. Tous les profils d'hommes que ce soit. Et les étrangers? Et les étrangers notamment? Des étrangers, mais il n'y a pas que des étrangers. C'est quoi le dénominateur commun? Est-ce que c'est les 56% d'étrangers dans les transports en commun. C'est juste une surreprésentation et c'est juste le discours des médias, ça je... Oh, comment elle bug. Je vous pose la question, c'est quoi le dénominateur commun à chaque agression? Est-ce que c'est une nationalité particulière? L'immigration? Est-ce que c'est un métier? Non. Incroyable. Ça sent la névrose hein, quand même, on va pas se mentir. Qu'elle prenne les transports en commun, on est habillé en femme entre guillemets, et après s'être lavé, on en reparlera et on verra si sa vision reste la même. C'est quoi le dénominateur commun? Outre le français, on pourrait lui demander si l'écrasante majorité des prostituées étant des femmes, on ne peut pas traiter toutes les femmes de putes en puissance. Stupéfiant ce niveau de connerie, c'est du gros sophisme en fait. Encore une étudiante de gauche qui n'a toujours pas compris le concept de surreprésentation. Là on a un gros simp, peut-on avoir l'identité de cette reine? Pour la remercier pour son courage et sa force. Seule face à une meute de racistes. Bah alors Cory. Une militante d'ultra-gauche sapée avec des fringues à 2000 boules et une coupe de cheveux de chez Carita. Elle pense parler à des journalistes lambda pendant que Lapierre et Florentin spamment des questions sur les clandestins et les OQTF. Mais du coup, je pense que ça va être dans la vidéo qui est sortie tout à l'heure là de Vincent Lapierre. Je pense que cette séquence-là doit être dedans. Je vais la regarder juste après d'ailleurs, je pense. Cette femme est d'une incroyable stupidité. Pourrait-elle nous parler de son père? Je pense qu'il n'est pas là, mon ami. Ou tout du moins, il y a des daddy issues. Voilà, sur ce, si vous avez aimé, lâchez un petit commentaire pour le référencement, un pouce bleu, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. On se retrouve pour la prochaine vidéo, portez-vous bien. Allez, à plus.